Certaines ruptures familiales se préparent pendant 38 ans et se consomment en une seule nuit dans le silence d'un départ à 23 heures. Ce week-end-là, c'était Noël à Bordeaux. Une mère, une fille préférée, et une femme fatiguée d'être invisible depuis toujours. Quand sa mère jeta 2 sacs de couchage à ses pieds en lui ordonnant de dormir par terre avec son fils de 5 ans, Léna comprit qu'elle avait enfin atteint ce point de non-retour où la dignité devient plus importante que l'approbation familiale. Elle partit sans un mot. Et dans la voiture, elle prit une décision qui allait tout faire basculer. Elle aurait pu rester et accepter. Elle a choisi de reprendre le contrôle. Voici l'histoire de Léna. « Maman, pourquoi mamie ne nous aime pas ?» Mathis avait 5 ans quand il posa cette question qui brisa quelque chose en Léna, debout dans le salon de sa mère à Bordeaux avec 2 sacs de couchage jetés à ses pieds comme des ordures, et elle comprit à cet instant précis qu'elle ne pourrait plus jamais faire semblant que tout allait bien, que sa famille était normale, que l'amour maternel était quelque chose qu'on pouvait mériter en étant assez gentille, assez discrète, assez invisible. Tout avait commencé 3 heures plus tôt quand elle avait garé sa voiture devant cette maison bordelaise qu'elle connaissait par cœur, ce pavillon des années 70 où elle avait grandi dans l'ombre permanente de Sandrine, la fille parfaite, la préférée, celle pour qui leur mère cuisinait du gigot d'agneau à Noël alors que Léna n'avait jamais eu droit à ce plat qu'elle adorait enfant, même quand elle le demandait. Mathis serrait son doudou sur le siège arrière, en demandant avec cet espoir innocent qui lui serrait le cœur si mamie serait contente de les voir. Léna avait menti en disant oui parce qu'elle ne savait pas encore comment expliquer à un enfant de 5 ans que certaines grand-mères ne savaient tout simplement pas aimer. La porte s'était ouverte sur le visage fermé de sa mère, qui l'avait examinée de haut en bas sans un sourire, sans un bonjour, sans même un regard pour Mathis qui tendait timidement les bras pour un câlin qui n'était jamais venu. L'odeur du gigot d'agneau flottait déjà dans la maison. Ce parfum de romarin et d'ail qui lui rappelait tous les Noëls de son enfance passait à regarder Sandrine savourer ce plat, pendant qu'on lui servait une escalope fade avec des haricots verts. Et Léna avait senti cette vieille douleur familière se réveiller dans sa poitrine. À l'intérieur, Sandrine était affalée sur le canapé avec un verre de vin rouge, ses 3 valises Louis Vuitton occupant tout le couloir, et elle avait lancé un « Tiens, la petite sœur », avec ce mépris tranquille qu'elle avait perfectionné depuis l'enfance, comme si Léna était une invitée de dernière minute qu'on tolère par charité. Leur mère avait disparu vers la cuisine, puis était revenue quelques secondes plus tard, en tenant 2 sacs de couchage roulés qu'elle avait jetés littéralement aux pieds de Léna, avec un bruit mat qui avait résonné dans le silence. « Ta sœur prend la chambre d'amis, elle traverse une période difficile avec son divorce, toi et le petit vous dormez par terre dans le salon. » Pas une question, pas une excuse, juste ce ton qui signifiait que la discussion était close avant même d'avoir commencé. Et Sandrine avait ricané depuis le canapé en murmurant quelque chose sur le fait que Léna aurait dû réserver un hôtel si elle voulait du confort. C'est là que Mathis avait levé ses grands yeux vers elle, avec cette expression qu'elle connaissait trop bien, celle qui précédait toujours les questions dévastatrices, et il avait demandé assez fort pour que tout le monde entende pourquoi mamie ne les aimait pas. Le silence qui avait suivi était si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. Sandrine avait détourné le regard vers son téléphone, leur mère avait claqué des casseroles dans la cuisine comme si de rien n'était, et Léna avait senti quelque chose se briser définitivement en elle. Pas avec fracas, mais avec ce craquement silencieux des choses qui ont trop longtemps supporté un poids impossible. Elle avait installé Mathis sur les sacs de couchage à 23 heures en lui chantant doucement sa berceuse préférée, attendu qu'il s'endorme malgré l'inconfort du sol dur et froid, puis elle était restée assise là, dans le noir, à écouter les rires de sa mère et Sandrine dans la cuisine, qui ouvrait une 2e bouteille de vin, sans même lui proposer de les rejoindre. À 23h30, elle avait pris sa décision avec cette clarté glaciale qui vient quand on atteint enfin le point de non-retour. Elle avait réveillé doucement Mathis en lui murmurant de prendre ses affaires sans faire de bruit, et ils avaient quitté la maison comme des voleurs alors que personne ne remarquait même leur départ. Dans la voiture, Mathis s'était endormi presque immédiatement, épuisé et confus, et Léna avait roulé dans les rues désertes de Bordeaux en direction de leur appartement des Chartrons, avec les mains crispées sur le volant et cette rage froide qui remplaçait enfin toutes ces années de tristesse résignée. À un feu rouge, elle avait sorti son téléphone et ouvert sa boîte mail professionnelle, les doigts tremblant légèrement au-dessus de l'écran parce que ce qu'elle s'apprêtait à faire était irréversible et elle le savait. Sa grand-mère Marguerite, décédée 6 mois plus tôt, lui avait légué un tiers de sa maison bordelaise,
une propriété estimée à 680 000 euros que sa mère comptait récupérer entièrement en forçant une vente rapide, et sans la signature de Lena, cette donation-partage était légalement impossible. Sa main avait tremblé une seconde au-dessus de l'écran, parce que c'était sa mère, malgré tout, malgré 38 ans de froideur et d'humiliation. Puis elle avait pensé à Mathis demandant pourquoi mamie ne les aimait pas, et elle avait tapé rapidement un message à Maître Roussel, le notaire qui gérait la succession. L'objet du mail était simple, direct, irréversible. Retrait définitif de consentement, donation-partage maison, Marguerite L. Elle avait envoyé le message sans hésiter davantage, sans culpabilité, sans peur, parce qu'elle savait exactement ce qu'elle venait de faire et ce que cela allait déclencher dans exactement 3 jours, quand Maître Roussel informerait officiellement sa mère que la vente était bloquée. Et pour la première fois depuis des années, elle ne ressentait ni tristesse ni regret, juste cette certitude absolue qu'elle venait de reprendre le contrôle de sa vie et que la fille qu'on avait toujours traitée, comme un sac de couchage jeté par terre, venait de devenir celle qui tenait toutes les cartes. Lena ouvrit les yeux à 6 heures du matin dans son appartement des Chartrons avec cette sensation étrange de légèreté, comme si elle venait de poser un fardeau qu'elle portait depuis 38 ans sans même s'en rendre compte. Et la première chose qu'elle fit avant même de préparer le café fut de bloquer les numéros de sa mère et de Sandrine sur son téléphone avec un calme qui la surprit elle-même. Mathis dormait encore, recroquevillé dans son lit avec son doudou serré contre lui, et elle resta quelques minutes à le regarder en pensant que c'était pour lui qu'elle avait fait ça, pour qu'il ne grandisse pas comme elle avait grandi, en se demandant constamment pourquoi il n'était pas assez bien, pourquoi l'amour devait se mériter comme une récompense qu'on n'obtenait jamais. Quand il se réveilla, il demanda avec cette logique d'enfant de 5 ans s'il retournerait chez mamie pour Noël. Et Lena s'agenouilla à sa hauteur pour lui répondre avec une honnêteté qu'elle n'aurait jamais osée avant que parfois les grandes personnes se comportent mal et que ce n'était pas sa faute à lui, jamais sa faute. Au cabinet notarial Belmont & Associés, le lundi matin, elle s'installa à son bureau avec un dossier de succession particulièrement complexe, une famille déchirée par des questions d'héritage et d'argent, et elle se demanda avec une ironie amère si dans 10 ans quelqu'un d'autre examinerait le dossier de sa propre famille en secouant la tête devant tant de mesquinerie. Sa collègue Anaïs passa la tête par la porte, remarqua quelque chose de différent dans son visage, mais n'insista pas. Elena lui en fut reconnaissante parce qu'elle n'était pas encore prête à mettre des mots sur ce qui s'était passé samedi soir. Son téléphone vibra toute la matinée avec des appels qu'elle ignora systématiquement, 17 appels manqués et 12 messages de plus en plus agressifs qui passaient de « tu exagères » à « rappelle immédiatement », puis à « tu nous fais honte devant toute la famille ». Et elle les effaça un par un avec cette satisfaction froide qu'elle ne se connaissait pas, comme si chaque message supprimé libérait un peu plus d'espace dans sa poitrine pour respirer enfin. Le mardi matin, la confirmation arriva par email de Maître Roussel avec cette sobriété professionnelle qui caractérisait tous leurs échanges, quelques lignes qui confirmaient que son retrait de consentement pour la donation-partage avait bien été enregistré et qu'il informerait les autres parties le mercredi suivant. Elena répondit simplement « Merci, maître », sans explication ni justification parce qu'elle commençait à comprendre qu'elle ne devait plus rien à personne. À l'heure du déjeuner, Anaïs l'entraîna dans leur brasserie habituelle près de la place des Quinconces et commanda 2 salades niçoises en observant Lena avec cette attention bienveillante qu'elle avait toujours eue. Puis elle dit doucement sans préambule qu'elle avait l'air différente, plus calme peut-être, et Lena sentit les mots monter malgré elle. Elle raconta les sacs de couchage jetés par terre, la question de Mathis, le départ nocturne, l'email envoyé à Maître Roussel, et Anaïs écouta sans l'interrompre, avant de dire simplement que parfois, couper les ponts n'était pas de la cruauté, mais de la survie, et que Lena avait fait ce que n'importe quelle mère aurait dû faire pour protéger son enfant. Le soir, en rentrant chez elle, Lena trouva Mathis qui jouait tranquillement avec ses Legos sur le tapis du salon, et quand il leva les yeux vers elle, avec ce sourire qui illuminait toute la pièce, elle comprit avec une clarté absolue qu'elle avait pris la bonne décision, que l'amour ne devait pas faire mal comme ça, que ce qui s'était brisé samedi soir dans le salon de sa mère n'était pas elle, mais les chaînes invisibles qui la retenaient prisonnière d'une famille qui ne la voyait même pas, et que demain, quand sa mère découvrirait ce qu'elle avait annulé, la guerre commencerait vraiment, mais qu'elle était prête cette fois, plus prête qu'elle ne l'avait jamais été. Le mercredi matin à 10 heures précises,
La mère de Lena débarqua au cabinet notarial, avec ce visage de marbre qu'elle arborait quand elle était furieuse, mais refusait de le montrer en public, et la réceptionniste appela Lena d'une voix embarrassée pour lui annoncer qu'elle avait une visite imprévue qui insistait pour la voir immédiatement. Lena la fit entrer dans son bureau vitré qui donnait sur l'open space, consciente que tous ses collègues pourraient voir la scène mais pas l'entendre, et sa mère s'assit sur la chaise en face d'elle avec cette raideur dans les épaules qui trahissait une rage contenue. « Maître Roussel m'a appelé hier soir », commença-t-elle d'une voix blanche en posant son sac longchamp sur ses genoux comme un bouclier. « Il dit que tu bloques la donation de grand-mère. » Lena croisa les mains sur son bureau et soutint le regard de sa mère sans ciller, surprise de constater que son cœur battait normalement, que ses mains ne tremblaient pas, que cette femme qui l'avait terrorisée pendant 38 ans n'avait soudain plus aucun pouvoir sur elle. « C'est exact. J'ai retiré mon consentement pour la donation-partage. Sans ma signature, la vente de la maison est impossible. » Sa mère blêmit légèrement, ses doigts se crispant sur l'anse de son sac, et Lena vit passer dans ses yeux cette expression qu'elle connaissait trop bien, ce mélange de surprise et d'indignation qu'elle affichait toujours quand quelqu'un osait lui résister. « Comment oses-tu? Cette maison vaut 680 000 €. Ta grand-mère voulait que nous en profitions maintenant, pas dans 20 ans. »« Grand-mère a laissé cette maison en indivision à nous trois, » répondit Lena calmement en ignorant la vibration de son téléphone sur le bureau. « Maman, toi et moi. Le code civil est très clair, article 815. Aucun héritier ne peut être forcé de rester en indivision, mais aucun héritier ne peut non plus forcer les autres à vendre. Tu voulais tout récupérer seul, via une donation-partage, mais j'ai le droit de refuser. » Sa mère se pencha en avant, la voix sifflante maintenant qu'elle perdait son sang-froid malgré les regards curieux à travers la vitre. « Tu nous punis pour un week-end raté? Pour 2 sacs de couchage? Tu es si mesquine que ça ?» Et c'est à ce moment précis que Lena comprit que sa mère ne voyait vraiment pas, qu'elle ne comprendrait jamais que le problème n'était pas les sacs de couchage, mais 38 années d'humiliations accumulées, de préférences affichées pour Sandrine, de mépris quotidien déguisé en normalité familiale. « Ce n'est pas une punition, » dit Lena d'une voix qu'elle ne reconnut pas elle-même, cette voix calme et ferme qu'elle utilisait avec ses clients les plus difficiles. « C'est une protection. Cette maison sera vendue quand Mathis aura 18 ans. L'argent ira sur un compte bloqué pour ses études. C'était la volonté de grand-mère et c'est ce qui arrivera. » Sa mère se leva brusquement, la chaise raclant le parquet dans un bruit strident qui fit tourner toutes les têtes dans l'open space. « Tu nous trahis pour de l'argent. Tu n'as jamais été qu'une égoïste. Sandrine avait raison sur toi depuis le début. » Elle sortit du bureau en claquant la porte, et Lena resta immobile à son bureau pendant 10 bonnes minutes, fixant le mur blanc devant elle en essayant de comprendre pourquoi elle ne ressentait ni culpabilité, ni tristesse. Juste cette fatigue immense d'avoir toujours été celle qu'on blâme. Ce soir-là, chez sa psychologue, une femme d'une 60aine d'années avec des lunettes rondes et une voix douce qu'elle consultait depuis 6 mois, Lena raconta la scène du cabinet et la question tomba comme un coup près. « Quand vous étiez enfant, aviez-vous l'impression que tout ce qui n'allait pas dans la famille était votre faute ?» Lena s'arrêta net, la gorge serrée, parce que oui, toujours, depuis qu'elle avait 5 ans et que sa mère lui reprochait de faire pleurer Sandrine quand... C'était Sandrine qui l'avait frappée. « Ce que vous décrivez s'appelle le bouc émissaire familial », expliqua doucement la psychologue. Un membre de la famille devient celui qu'on blâme systématiquement pour maintenir l'équilibre dysfonctionnel du groupe. Vous n'étiez pas le problème, Lena. Vous étiez la solution qu'ils avaient trouvée pour ne pas affronter les leurs. Et pour la première fois depuis des semaines, Lena pleura. Pas de tristesse mais de soulagement, parce que ce qu'elle vivait avait un nom, que ce n'était pas elle qui était cassée, que des milliers de personnes partout connaissaient cette même douleur invisible. En sortant du cabinet, elle reçut un SMS de Sandrine. Un seul mot. Égoïste. Elle le lut, le relut, puis le supprima sans répondre. Et en marchant vers sa voiture sous le ciel gris de Bordeaux, elle se demanda combien de temps encore sa famille mettrait à comprendre que le silence n'était pas de la faiblesse, mais la seule réponse possible face à des gens qui ne veulent pas entendre. 2 semaines après le confrontation au cabinet, Maître Belmont convoqua Lena dans son bureau lambrissé, qui sentait le vieux cuir et les livres de droit anciens. Et elle s'attendait à des reproches pour avoir créé un incident familial visible de tout l'open space. Peut-être même à une mise en garde sur le professionnalisme et la discrétion qu'on attendait d'une notaire. Au lieu de cela, il referma la porte, lui indiqua le fauteuil en face de lui et déclara sans préambule qu'il cherchait un nouvel associé pour gérer les dossiers de succession conflictuelle et que son nom était le premier sur la liste.
Votre gestion du dossier Moreau-Lacroix était remarquable. Vous avez ce don rare de désamorcer les situations explosives tout en protégeant les intérêts de chacun. Il marqua une pause, ses doigts tapotant légèrement son bureau. Et d'après ce que j'ai compris de votre situation personnelle, vous savez exactement ce que c'est que de naviguer dans une famille qui se déchire. Léna resta silencieuse quelques secondes, sentant cette boule dans sa gorge qui montait quand quelqu'un la voyait vraiment au lieu de la regarder à travers le filtre déformant de sa famille. Et elle demanda si elle pouvait réfléchir 24 heures avant de donner sa réponse, même si elle savait déjà qu'elle accepterait, parce que cette promotion signifiait autonomie financière totale, reconnaissance professionnelle, et surtout la certitude qu'elle n'avait pas besoin de sa famille pour réussir. Le samedi suivant, elle emmena Mathis au jardin public profiter du soleil d'hiver qui perçait enfin à travers les nuages, et ils s'installèrent près de l'aire de jeu où Mathis se précipita vers les structures d'escalade avec cette énergie débordante des enfants de 5 ans. Il grimpa jusqu'au sommet, puis se retrouva coincé, les jambes tremblantes, trop effrayé pour redescendre, et avant que Léna puisse intervenir, un homme d'une 40aine d'années aux cheveux bruns et aux yeux doux monta à sa hauteur en murmurant des encouragements, jusqu'à ce que Mathis retrouve sa confiance et redescende tout seul. « Merci », dit Léna quand ils rejoignirent le banc, et l'homme sourit en haussant les épaules. « J'ai une fille de 6 ans, je connais ce moment de panique. »« Sos Marsan ». Il s'appelait Alexandre, kinésithérapeute pédiatrique avec son propre cabinet près de la place Gambetta, père divorcé qui avait sa fille Emma en garde alternée, et leur conversation glissa naturellement de leurs enfants à leur vie, sans cette lourdeur des premiers rendez-vous arrangés. « Mon ex me reprochait de ne pas gagner assez d'argent », confessa Alexandre, en regardant les enfants jouer ensemble comme s'ils se connaissaient depuis toujours. « Elle a épousé un chirurgien 6 mois après notre divorce. Maintenant, elle m'envoie des SMS pour me demander si je peux prendre Emma plus souvent, parce que son nouveau mari trouve qu'elle prend trop de place dans leur appartement. » Sa voix était neutre, mais Léna entendit cette blessure familière, celle qu'on cache sous des couches de pragmatisme et d'acceptation forcée. « Ma famille me reproche d'exister, je crois, » répondit Léna avant même de réaliser qu'elle parlait, et Alexandre tourna son regard vers elle avec cette compréhension immédiate des gens qui ont survécu aux mêmes batailles, ou du moins d'exister différemment de ce qu'ils avaient prévu. Ils échangèrent leurs numéros avant de partir, officiellement pour organiser une prochaine sortie au parc avec les enfants. Mais Léna sentit dans le sourire d'Alexandre quelque chose qui ressemblait à de l'espoir, cette possibilité fragile qu'on pouvait peut-être construire quelque chose avec quelqu'un qui comprenait ce que c'était que d'être rejeté par ceux qui étaient censés vous aimer inconditionnellement. Le lundi matin, elle accepta la proposition de Maître Belmont et signa son contrat d'associé dans ce même bureau lambrissé, et quand Anaïs la serra dans ses bras à la pause déjeuner en disant qu'elle le méritait depuis longtemps, Léna réalisa qu'elle avait passé 2 semaines entières sans penser une seule fois à sa mère ou à Sandrine, que le silence radio de sa famille n'était plus une punition, mais une libération, et que peut-être, juste peut-être, elle était en train de construire une vie, où elle n'attendait plus la permission de personne pour exister pleinement. 3 mois s'écoulèrent, comme une saison qui change imperceptiblement, et Léna s'installa dans son nouveau rôle d'associée avec cette aisance qu'elle ne se connaissait pas, gérant des dossiers de plus en plus complexes où des familles entières se déchiraient pour des héritages et des rancunes vieilles de décennies. Et chaque fois qu'elle réussissait à désamorcer un conflit, elle pensait avec ironie qu'elle aurait dû facturer sa propre famille pour toutes ces années passées à naviguer dans leur toxicité. Un matin de mars, une journaliste de Sud-Ouest l'appela pour une interview sur les successions conflictuelles et la médiation familiale. Un sujet qui intéressait de plus en plus de lecteurs, dans une société où les familles se déchiraient autant pour l'argent que pour des questions d'amour et de reconnaissance jamais résolues. L'article parut 1 semaine plus tard, avec sa photo professionnelle. 3 colonnes en page 5, où elle expliquait avec cette clarté qu'elle avait développée que protéger un héritage pour la génération suivante n'était pas de l'égoïsme, mais de la responsabilité, que parfois dire non à sa famille était le seul moyen de préserver ce qui comptait vraiment. Sa mère vit l'article chez son coiffeur du cours de l'intendance, coincée sous le casque du brushing, avec le journal ouvert devant elle, et des connaissances la félicitèrent en sortant avec cette admiration sincère pour la réussite de sa fille notaire. Et elle sourit en remerciant d'une voix étranglée avant d'envoyer un SMS à Léna sitôt rentrée chez elle. « Tu te crois supérieure maintenant ? Tu étales ta réussite dans les journaux pendant que ta sœur cherche du travail ?» Léna lut le message, sentit cette vieille douleur familière essayer de remonter,
puis l'effaça sans répondre, parce qu'elle commençait à comprendre que le silence était parfois la réponse la plus éloquente. Alexandre et elle se voyaient maintenant régulièrement, sortis au cinéma avec Mathis et Emma, qui s'entendaient les comme des complices. Marcher le dimanche matin, où ils achetaient des fruits et du fromage en se racontant leur semaine. Dîner tranquille, après avoir couché les enfants, où les conversations glissaient naturellement de la surface vers les profondeurs sans cette pression des débuts de relation. Un soir d'avril, assis sur le canapé de Léna avec 2 verres de vin rouge, Alexandre confia qu'il avait enfin cessé de vérifier le compte Instagram de son ex-femme, que cette obsession de savoir si elle était heureuse avec son chirurgien s'était évanouie un matin sans qu'il s'en rende compte. « Mon père m'a appelé la semaine dernière », ajouta-t-il en faisant tourner le vin dans son verre. « Première fois en 8 mois. Il voulait savoir si je pouvais lui prêter de l'argent parce que ma mère a besoin d'une opération et que leur mutuelle ne couvre pas tout. » Il marqua une pause, ses yeux fixés sur le liquide rouge. J'ai dit oui pour l'opération de ma mère. Mais je lui ai aussi dit que notre relation ne pouvait plus fonctionner comme avant, qu'il ne pouvait pas m'ignorer pendant des mois et réapparaître uniquement quand il avait besoin de quelque chose. Léna posa sa main sur la sienne, sentant cette connexion profonde qui naissait entre 2 personnes qui avaient survécu aux mêmes guerres invisibles, et elle lui raconta comment Maître Roussel lui avait mentionné casually, lors d'une réunion, que sa mère et Sandrine cherchaient maintenant à vendre la maison de grand-mère à tout prix, contactant des agents immobiliers et des avocats pour trouver une faille juridique, mais que sans sa signature, tout restait bloqué pour encore 11 ans jusqu'aux 18 ans de Mathis. « Tu ressens quoi quand tu penses à elle ?» demanda Alexandre doucement. Et Léna réfléchit longuement avant de répondre qu'elle ressentait surtout du vide maintenant, comme si l'espace qu'elles occupaient dans sa tête depuis toujours s'était lentement vidé pour laisser place à autre chose, à d'autres personnes qui la voyaient vraiment, qui choisissaient de rester pas par obligation, mais par désir sincère. « Je crois que j'ai arrêté d'attendre qu'elle change, » conclut-elle en serrant sa main. « Et c'est la chose la plus libératrice que j'ai jamais faite. » Tiens, pendant ce temps, à 15 kilomètres de là, dans la petite maison de banlieue, Sandrine échouait son 4e entretien d'embauche en 3 mois et retournait vivre définitivement chez leur mère dans sa chambre d'adolescente, et leur mère appelait tous les notaires de Bordeaux pour trouver quelqu'un qui pourrait forcer Léna à signer. Mais personne ne pouvait rien faire contre une loi aussi claire. Et lentement, sans même s'en rendre compte, Léna construisait une vie où elle devenait de plus en plus irrelevante, de simples ombres d'un passé qu'elle avait enfin dépassé. Le téléphone de Léna sonna un jeudi soir, avec un numéro qu'elle n'avait pas vu s'afficher depuis 3 ans. Celui de son père. Cet homme fantôme qui avait passé toute son enfance assis dans son fauteuil, à regarder la télévision pendant que sa mère orchestrait le favoritisme quotidien envers Sandrine, et elle décrocha par réflexe avant de pouvoir réfléchir si c'était une bonne idée. « Léna ? C'est papa. On pourrait se voir pour discuter ?» Sa voix était exactement comme dans son souvenir, cette neutralité étudiée de quelqu'un qui refuse de prendre parti même quand sa fille se noie sous ses yeux. Et elle accepta le rendez-vous avec cette curiosité morbide de savoir quelle stratégie sa famille avait inventée cette fois pour la faire plier. Ils se retrouvèrent le lendemain dans un café près de la gare Saint-Jean, et son père commanda 2 expressos avant de se lancer dans un discours qu'il avait manifestement répété, parlant du divorce difficile de Sandrine, de la santé fragile de leur mère, de l'importance de la famille qui doit rester soudée malgré les petits conflits. « Ta mère exagère parfois, je le sais », concéda-t-il en touillant son café avec cette gestuelle nerveuse qu'elle lui connaissait. « Mais Sandrine traverse vraiment une dépression sévère. La vente de la maison pourrait tout arranger, lui permettre de prendre un nouveau départ, peut-être ouvrir une boutique comme elle en rêve depuis toujours. » Il leva les yeux vers elle avec cette expression qu'il utilisait quand il voulait quelque chose sans avoir le courage de le demander directement. « Tu as toujours été la plus forte de vous 2. Tu t'en es bien sortie, tu as ton cabinet, ta vie. Aide-nous une dernière fois. » Léna écouta en silence, en se demandant comment elle avait pu passer 38 ans sans voir cette technique aussi claire que de l'eau de roche, cette triangulation où on utilise un tiers apparemment neutre pour manipuler, pour faire passer le message que la mère n'ose pas dire directement, de peur que la ficelle soit trop visible. « Papa, » dit-elle calmement en posant sa tasse, « tu réalises que tu ne m'as pas appelé une seule fois en 3 ans? Pas pour mon anniversaire, pas pour celui de Mathis, pas pour me demander comment j'allais. Et maintenant tu apparais parce que maman a besoin que je signe un papier. » Son père détourna le regard vers la fenêtre, cette même fuite qu'il avait toujours pratiquée face aux questions inconfortables,
et marmonna quelque chose sur le fait qu'il n'était pas doué pour les relations familiales, que sa propre enfance avait été difficile, que c'était compliqué. « Tout est toujours compliqué quand il s'agit de me protéger », répondit Léna en se levant, « mais jamais quand il s'agit de protéger Sandrine. La réponse est non. La maison sera vendue dans 11 ans. » Point final. 2 jours plus tard, Sandrine elle-même débarqua au cabinet à l'heure du déjeuner. Pas hystérique cette fois, mais fatiguée, les traits tirés, les cheveux mal coiffés, et Léna accepta de prendre un café avec elle dans la brasserie d'en face, par curiosité morbide de voir jusqu'où sa famille était prête à aller. Sandrine commanda un thé vert qu'elle ne but pas, fixant la tasse comme si les réponses à sa vie s'y trouvaient, et finit par dire d'une voix étranglée qu'elle avait besoin de cet argent, que leur mère lui avait promis de l'aider à ouvrir une boutique de décoration si la maison se vendait. « Maman dit que tu nous punis, » murmura Sandrine en relevant enfin les yeux. « Que tu as tout maintenant, ta carrière, ton nouveau copain, ton appartement, et que tu nous regardes crever sans rien faire. » Et pour la première fois depuis des mois, Léna vit vraiment sa sœur. Pas la fille dorée qui avait toujours eu tous les privilèges, mais une femme de 35 ans qui vivait encore chez sa mère, qui n'avait jamais appris à se débrouiller seule parce qu'on lui avait toujours tout donné sans qu'elle ait à le mériter. « Tu ne trouves pas bizarre, » dit Léna doucement, « qu'on ne se soit jamais vraiment parlé, que maman ait toujours été entre nous, à te dire ce que je pensais, à me dire ce que tu pensais, sans qu'on se parle directement ?» Sandrine resta silencieuse, ses doigts tripotant nerveusement la anse de sa tasse, et Léna continua avec cette clarté qui venait de 6 mois de thérapie intensive. « Elle nous a montés l'une contre l'autre depuis qu'on est petite. Toi, tu étais la préférée, ce qui te donnait un sentiment de supériorité, mais aussi une dépendance totale à son approbation. Moi, j'étais le bouc émissaire, celle qu'on blâme, ce qui m'a forcée à devenir autonome. On est toutes les deux ses victimes, juste de manière différente. » Sandrine se leva brusquement, laissa 5 € sur la table pour son thé intact et dit d'une voix tremblante avant de partir qu'elle ne savait plus quoi penser, que tout était trop compliqué, et Léna la regarda s'éloigner en se demandant si sa sœur trouverait un jour le courage de voir la vérité, ou si elle resterait prisonnière de cette dépendance toxique jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et elle rentra au cabinet avec cette paix étrange de savoir qu'elle avait tendu une main mais que personne n'était obligé de la saisir, que parfois aimer de loin était la seule forme d'amour possible. L'invitation arriva mi-juin sur papier crème, avec le logo de l'Ordre des notaires de Bordeaux gravé en relief. Un gala annuel où Léna était conviée en tant que nouvelle associée, et elle hésita 3 jours avant de demander à Alexandre s'il accepterait de l'accompagner. Surprise quand il répondit immédiatement oui, avec ce sourire qui lui donnait encore des papillons dans le ventre après 4 mois de relation. Le soir du gala, elle enfila une robe bleu nuit simple mais élégante qu'Anaïs l'avait aidée à choisir, et Alexandre arriva chez elle en costume sombre avec un bouquet de pivoine blanche qu'il tendit à Mathis en disant que c'était pour décorer l'appartement pendant leur absence, et elle réalisa en les regardant rire ensemble qu'elle n'avait jamais imaginé que l'amour pouvait ressembler à ça, à cette facilité tranquille sans drame ni manipulation. La salle de réception du grand hôtel bruissait de conversations feutrées et de rires polis, et Léna reconnut la moitié des notaires bordelais avec qui elle travaillait régulièrement. Des visages familiers qui la saluèrent avec cette cordialité professionnelle qu'elle appréciait pour sa simplicité. Maître Belmont monta sur l'estrade après le dîner et annonça plusieurs distinctions. Et quand il prononça son nom pour une reconnaissance spéciale en médiation familiale, Léna sentit son cœur s'accélérer tandis qu'elle montait rejoindre la scène sous les applaudissements polis de l'assemblée. Léna incarne cette nouvelle génération de notaires qui comprend que notre métier ne consiste pas seulement à gérer des transactions légales, mais à préserver des liens humains quand tout menace de se déchirer, déclara Maître Belmont en lui remettant un diplôme encadré. Son approche innovante des successions conflictuelles a permis de résoudre plusieurs dossiers que nous pensions insolubles. Léna prononça quelques mots de remerciement sans note, parlant simplement de l'importance de protéger les héritages pour les générations futures, plutôt que de satisfaire des besoins immédiats, et en redescendant de la scène, elle croisa le regard d'Alexandre au fond de la salle, qui souriait avec cette fierté authentique qu'elle n'avait jamais vue dans les yeux de sa propre famille. Le lendemain matin, l'article parut en page 3 de Sud-Ouest avec une photo d'elle recevant sa distinction, 3 colonnes qui détaillaient son parcours et citaient ses propos sur la médiation familiale, et à 11 heures, sa mère tomba sur le journal chez son kinésithérapeute où elle attendait son rendez-vous pour son dos, qui la faisait souffrir depuis des mois.
Des patientes qu'elle connaissait vaguement s'approchèrent pour la féliciter d'avoir une fille si brillante, et elle sourit en murmurant des remerciements tandis que quelque chose se tordait dans sa poitrine, cette reconnaissance publique qu'elle avait toujours refusé de donner à Léna, maintenant offerte par des étrangers qui voyaient ce qu'elle avait toujours refusé de voir. Sandrine découvrit l'article via Facebook, où des connaissances communes avaient partagé le lien en commentant l'impressionnant parcours de Léna, et elle cliqua aussi sur le profil d'Alexandre par curiosité morbide, découvrant les photos de son cabinet de kinésithérapie pédiatrique moderne et lumineux, les articles de presse locale sur ses méthodes innovantes, cette vie construite pierre par pierre que Léna avait réussi à bâtir pendant qu'elle-même restait coincée dans la chambre de son adolescence. Le soir même, Léna reçut un message de sa mère, pas sur son téléphone qu'elle avait toujours bloqué, mais via LinkedIn, où sa mère avait créé un profil spécialement pour pouvoir la contacter. « Tu nous as ridiculisés. Tout Bordeaux parle de toi pendant que ta sœur ne trouve pas de travail. Ne reviens jamais. » Léna lut le message 3 fois, le montra à Alexandre qui serrait sa main en silence, et elle réalisa avec une clarté absolue que cette rupture définitive qu'elle avait amorcée en décembre était maintenant consommée, que sa mère venait de fermer elle-même la porte, que Léna avait simplement entr'ouverte, et qu'étrangement, au lieu de ressentir de la tristesse, elle ne ressentait qu'un immense soulagement, comme si quelqu'un venait enfin de lui donner la permission qu'elle attendait depuis 38 ans de vivre sa vie sans regarder constamment par-dessus son épaule. 6 mois s'écoulèrent dans cette paix étrange que Léna n'avait jamais connue. Une vie construite autour de Mathis qui grandissait serein sans les tensions familiales toxiques, d'Alexandre qui s'installait progressivement dans leur quotidien avec Emma, et de ce cabinet notarial où elle gérait maintenant les dossiers les plus complexes avec une assurance qu'elle ne se connaissait pas, et elle commençait à croire que le chapitre de sa famille était définitivement clos quand son téléphone sonna un mardi matin avec un numéro qu'elle ne reconnut pas immédiatement. C'était Sandrine, la voix blanche et tremblante, qui annonça sans préambule que leur mère avait fait un AVC léger la veille au soir, qu'elle était à l'hôpital Pellegrin en observation, qu'elle demandait à voir Léna même si elle ne voulait pas l'admettre directement. Léna resta silencieuse pendant 10 longues secondes, sentant cette vieille culpabilité familière essayer de remonter comme une marée noire, puis elle demanda calmement dans quel service se trouvait sa mère et raccrocha en promettant de passer dans l'après-midi. Alexandre, qui avait entendu la conversation depuis la cuisine où il préparait le petit déjeuner, vint s'asseoir à côté d'elle sur le canapé et dit simplement qu'elle n'était pas obligée d'y aller, que personne ne pourrait la blâmer après tout ce qui s'était passé, et Léna secoua la tête en murmurant qu'elle devait y aller, pas pour sa mère mais pour elle-même, pour fermer ce chapitre proprement sans regret qui la hanterait plus tard. L'hôpital sentait ce mélange de désinfectant et de café froid qu'elle avait toujours détesté, et elle trouva la chambre 412 au 3e étage de la neurologie, où sa mère était allongée dans un lit médicalisé, le visage plus pâle qu'elle ne l'avait jamais vu, une perfusion dans le bras gauche et ce regard qu'elle ne lui connaissait pas, quelque chose entre la peur et une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais montrée. Sandrine était assise sur la chaise visiteur, les yeux rouges, et elle se leva en voyant Léna entrer mais ne dit rien, se contentant de sortir de la chambre pour leur laisser quelques minutes seuls. « Je me suis trompée sur toi », murmura sa mère d'une voix faible qui n'était plus du tout celle de la femme autoritaire qui avait jeté des sacs de couchage à ses pieds 8 mois plus tôt. Et Léna s'assit sur le bord du lit en cherchant dans ses mots quelque chose qui ressemblerait à des excuses authentiques, mais ne trouvant que cette peur primitive de la mort et de la solitude qui fait dire aux gens ce qu'ils croient qu'on veut entendre. « Je sais », répondit Léna calmement en posant sa main sur celle de sa mère, ce contact physique qu'elle n'avait pas eu depuis des années et qui lui semblait étrangement impersonnel maintenant, comme toucher la main d'une inconnue. « Mais je ne reviendrai pas. Mathis et moi allons bien. Vous serez toujours ma mère, mais je ne peux plus être votre fille de la manière dont vous l'attendez. » Sa mère ferma les yeux, une larme roulant sur sa joue creusée, et Léna resta 20 minutes à tenir cette main froide en se demandant si c'était de la compassion ou juste de la politesse, cette capacité à être présente sans s'impliquer émotionnellement qui était peut-être la seule forme d'amour filial qu'elle pouvait encore offrir. Dans le couloir après être sortie, elle croisa une infirmière qui la reconnut du journal et lui dit avec un sourire admiratif que sa mère parlait d'elle différemment aux médecins, qu'elle avait même montré l'article de Sud-Ouest à plusieurs reprises en expliquant que sa fille était notaire associée. Et Léna comprit avec cette clarté douloureuse que sa mère avait toujours été fière d'elle, juste incapable de le montrer directement,
prisonnière de cette dynamique familiale toxique qu'elle avait elle-même créée et dont elle ne savait plus sortir. Sandrine l'attendait près de la machine à café, tenant 2 gobelets fumants qu'elle n'avait manifestement pas l'intention de boire, et elle tendit l'un à Léna en murmurant un merci à peine audible. Elles restèrent là quelques minutes en silence, 2 sœurs qui avaient grandi dans la même maison, mais dans des univers parallèles. Et Sandrine finit par dire d'une voix tremblante qu'elle avait commencé une thérapie le mois dernier, que sa psychologue lui avait fait comprendre beaucoup de choses sur leur enfance et sur la manière dont leur mère les avait manipulées toutes les 2. « Je ne demande pas de pardon », ajouta Sandrine en fixant le gobelet entre ses mains. « Je voulais juste que tu saches que j'ai compris. Trop tard, mais j'ai compris. » Léna hocha la tête, serra brièvement la main de sa sœur sans un mot et sortit de l'hôpital dans le soleil de décembre qui inondait le parking, appelant Alexandre pour lui dire que c'était fini, vraiment fini, et qu'elle rentrait à la maison, cette maison des Chartrons où Mathis l'attendait avec Emma et où personne ne lui demandait d'être quelqu'un d'autre que celle qu'elle avait choisi de devenir. 1 an et demi après cette visite à l'hôpital, Léna se réveilla un samedi matin de juin dans la maison des Chartrons qu'elle avait achetée avec Alexandre, une bâtisse du 19e siècle avec un petit jardin où Mathis et Emma construisaient déjà une cabane en branches avec ce sérieux absolu des enfants qui créent leur monde. Et elle resta quelques minutes à la fenêtre à les observer en se demandant à quel moment exactement elle avait cessé de porter le poids de sa famille comme un sac de pierres attaché à ses épaules. Ce soir-là, elle avait organisé un dîner avec Anaïs, Maître Belmont et sa femme, 2 autres collègues du cabinet et leurs conjoints, cette famille choisie qui s'était tissée naturellement autour d'elle comme une toile d'araignée solide, faite de respect mutuel et d'affection sincère, et pendant que Alexandre préparait son risotto aux champignons dont tout le monde raffolait, Mathis vint s'asseoir à côté d'elle sur le canapé avec cette expression sérieuse qu'il prenait quand il réfléchissait à des questions importantes. « Maman, c'est quoi une vraie famille ?» demanda-t-il en pointant du doigt tous ces adultes qui riaient dans la cuisine. Léna sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Pas de tristesse, mais de cette émotion pure qui vient quand on réalise que son enfant pose exactement la question qu'elle avait mis 38 ans à se poser elle-même. Elle s'agenouilla à sa hauteur, prit ses petites mains dans les siennes et répondit avec cette honnêteté qu'elle s'était promis de toujours lui offrir qu'une vraie famille, ce sont les gens qui te respectent, même quand tu les déçois, qui te soutiennent, même quand tu fais des erreurs, qui célèbrent tes victoires sans jalousie et qui restent présents dans tes défaites. Pas forcément ceux qui partagent ton sang, mais ceux qui choisissent chaque jour de rester à tes côtés. Maître Belmont leva son verre pendant le dîner en proposant un toast à Léna, qui venait de résoudre le dossier Fontaine-Mercier que tout Bordeaux croyait insoluble. Et tout le monde applaudit avec cette chaleur authentique qui n'attendait rien en retour, et elle réalisa que c'était ça le vrai luxe, être entourée de gens qui la voyaient vraiment, qui ne projetaient pas sur elle leurs propres frustrations ou leurs attentes impossibles. Plus tard dans la nuit, alors que tout le monde était parti et que les enfants dormaient à l'étage, Léna s'installa sur la terrasse avec Alexandre sous le ciel étoilé de Bordeaux, en lui confiant qu'elle avait reçu un message de Sandrine 2 mois plus tôt, juste 3 lignes pour dire qu'elle avait déménagé à Lyon pour prendre un nouveau départ, qu'elle continuait sa thérapie, qu'elle ne demandait rien mais voulait juste que Léna sache qu'elle comprenait maintenant. Elle avait répondu un seul mot, « courage », et c'était tout ce qui était possible entre elles, cette reconnaissance à distance sans réconciliation, parce que Léna avait appris dans le cabinet de sa psychologue cette distinction cruciale que tant de gens confondent, que le pardon est quelque chose qu'on fait pour soi-même pour se libérer de la haine, mais que la réconciliation est un choix qui ne se doit à personne, surtout pas à ceux qui ont passé des décennies à nous détruire méthodiquement. Sa mère vivait maintenant dans une résidence médicalisée près de Mérignac. Sandrine payait une partie des frais avec son nouveau salaire de Lyon, et Léna envoyait un chèque mensuel par sens du devoir filial, mais ne rendait pas visite. Et cette indifférence qu'elle avait atteinte n'était ni de la cruauté, ni du déni, mais cette paix immense qui vient quand on accepte enfin que certaines personnes ne changeront jamais et qu'on n'a pas à se consumer en essayant de les sauver. La maison de grand-mère serait vendue dans 9 ans maintenant quand Mathis aurait 18 ans, et cet argent irait sur un compte bloqué pour ses études comme elle l'avait toujours prévu. Mais le vrai héritage qu'elle lui laissait n'était pas cette somme sur un relevé bancaire, c'était cette capacité à établir des limites saines, à choisir qui mérite une place dans sa vie, à construire une famille qui vous élève au lieu de vous détruire. Alexandre passa son bras autour de ses épaules, et Léna appuya sa tête contre lui, en pensant que pendant 38 ans,
Elle avait attendu que sa famille lui donne la permission d'exister, et qu'il avait suffi qu'elle se la donne elle-même pour que tout change, pour qu'elle devienne enfin visible, non pas à leurs yeux mais aux siens, et c'était la seule reconnaissance qui avait jamais vraiment compté. L'histoire de Lena pose une question difficile. Établir des limites avec sa famille est toxique? Est-ce de l'égoïsme ou de la survie? Lena a choisi de protéger son fils et de bloquer l'héritage. Certains diront qu'elle avait raison, d'autres qu'elle est allée trop loin. Et vous, qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà dû couper les ponts avec votre famille? Partagez votre avis dans les commentaires. Si cette histoire vous a touché, likez et abonnez-vous pour d'autres récits sur la résilience familiale. Et rappelez-vous, la vraie famille est celle qu'on choisit de construire.